Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Anne-Marie Boucher qui va nous parler du regroupement des ressources alternatives en santé mentale et du site web J'ai une histoire. À l'Espresso et à l'Espresso allongé, le sujet sera l'analphabétisme. On a notre chroniqueuse Ève Cardinal qui sera avec nous également, qui va nous parler des impacts psychologiques d'une peine d'amour. Alors tout ça dans l'émission Folie douce cette semaine. On commence en chanson avec une de Luciole. Bienvenue chez nous. Folie douce à 25 ans. En chiffres, ça représente plus de 700 émissions, plus de 800 participants, chroniqueurs et spécialistes démystifiant la santé mentale, plus de 1500 thématiques et facettes abordées, et tout ça lors des 25 années de diffusion à Radio Centre-Ville. Je m'entretiens maintenant avec mon invité qui est Anne-Marie Boucher. Bonjour Anne Boucher. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. Merci Vous beaucoup. êtes du regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec. Oui. Donc, qu'on peut appeler le RRASMQ, ou le RASM. Le RASM, on peut l'appeler comme ça, mais c'est souvent, nous, on dit regroupement, Le regroupement pour faire court. Parce qu'il y a beaucoup de regroupements différents en santé mentale. Tout à fait. Si on pourrait débuter en mentionnant ce que c'est le regroupement, puis on va parler d'un site important, d'une campagne, ou en tout cas d'une mobilisation qui est mise en ligne là, par vous. Donc, comment on peut définir justement ce regroupement-là? Ce regroupement-là, en fait, c'est un regroupement, bon, le nom le dit, c'est un regroupement de ressources alternatives en santé mentale qui existe depuis 33 ans, bientôt 34. Ouais. Donc, c'est un regroupement qui est actif à peu près sur l'ensemble du Québec. Donc, il y a des membres qui sont des ressources présentes dans une dizaine ou une douzaine de régions sur l'ensemble du territoire. Okay. C'est un regroupement qui a été fondé, dans le fond, dans un souci de créer des ressources qui allaient venir en aide, en appui aux personnes qui étaient dans la communauté, un peu dans la foulée de la désinstitutionnalisation. Ouais. Donc, ils ont voulu créer des ressources qui étaient à l'image des gens, un ailleurs et autrement, qu'on disait à l'époque et qu'on dit toujours aujourd'hui. Ouais. Et le regroupement, dans le fond, vient mettre ces gens-là en relation. On a un mandat, bon, c'est sûr, donc de regrouper les gens, de défendre les intérêts, de porter une réflexion aussi sur la question de la santé mentale, d'animer, de former, d'être actif aussi dans la sphère politique, parce qu'on a un mandat politique de transformation sociale aussi en tant que regroupement de ressources alternatives. Donc, c'est un peu ce qu'on fait présentement. Vous faire entendre, essayer de faire comprendre aux instances qui décident des différentes des directions là, en santé mentale. Puis c'est sûr, selon les gouvernements, il y a des orientations politiques qui sont plus ou moins près de ce qu'on souhaiterait en santé mentale. Oui. Mais c'est sûr qu'on a un certain rôle de lobbying, mais c'est beaucoup aussi de l'éducation populaire, donc d'animer le milieu pour faire en sorte que les ressources soient vivantes, soient animées et portent fortement la philosophie alternative en santé mentale. Et c'est essentiel qu'il y en ait. Il y en a plusieurs regroupements, mais ils ont tous, je pense, une raison d'être parce qu'un organisme seul, on compte beaucoup d'organismes à travers le Québec, à Montréal, partout, mais le regroupement fait en sorte qu'il y a justement une unité, qu'il y a quelque chose qui est plus fort. Là, que... Oui, puis dans notre cas, c'est vraiment une unité philosophique, je dirais, au sens où c'est des ressources qui sont de toutes sortes. Il y a des centres de crise, il y a des centres de traitement alternatifs, des centres d'hébergement. Il y a vraiment... On va regarder chaque ressource est vraiment différente, des centres de jour, des milieux de vie, mais ce qu'on a en commun, c'est vraiment cette philosophie-là qu'on porte depuis 33 ans. Oui, et on va parler d'une campagne importante. En fait, c'est J'ai une histoire. C'est un site web aussi qui est en ligne, qui est disponible pour les gens. Pourquoi avoir... est-ce que c'est récent d'abord, je pense, cette campagne-là? En fait, J'ai une histoire, dans le fond, c'est le slogan qu'on a choisi pour la campagne 2016 de la journée de visibilité de l'alternative en santé mentale. Donc, cette journée-là, elle se tient depuis 4 ans. On la tient le 10 octobre, qui est aussi la journée mondiale de la santé mentale décrétée par l'OMS. Et nous, dans le fond, on a décidé de s'immiscer un peu dans cette journée-là au Québec pour en faire une journée de visibilité de la philosophie des pratiques alternatives. Oui. Donc, chaque année, il y a une thématique qui est choisie. On tente de mettre en lumière certains aspects de la vision critique en santé mentale, par exemple, la critique de la médicalisation des conditions de vie ou des conditions sociales. Il y avait la médicalisation de la vie quotidienne, je pense, l'année dernière. Et cette année, on a choisi le slogan « J'ai une histoire, pourquoi en faire une maladie ?»
qui était un slogan pour nous qui était porteur à différents degrés, puis on pourra en parler un petit peu plus tard. Oui. Mais dans le fond, pour ce slogan-là, on s'est doté d'une plateforme web qui est toute nouvelle cette année, donc qui est sortie en septembre 2016 et qui va être appelée à vivre, là, comme on le voit, au travers des mois, qui va évoluer. 2017, peut-être même 2018 encore, ça va être là. Et c'est une plateforme qui a plusieurs fonctions, informer les citoyens, recueillir des témoignages, partager les témoignages, donc rendre visibles les histoires de vie des personnes qui ont eu des problèmes de santé mentale, puis aussi donner des outils pour faire des actions collectives, pour réclamer des actions sur les conditions de vie. Oui. En gros, c'est ça. Le site a l'air très bien, très attirant, ça donne le goût d'aller lire ou d'aller participer. Ou, il est simple et il est visuellement intéressant. J'imagine que ça passe par là aussi, si on veut avancer au niveau des organismes communautaires, il faut qu'on gagne un peu la sympathie ou il faut qu'on gagne l'appui du public, puis s'arranger pour que justement ça soit facile c'est plus facile d'accès en fait comme problématique que ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Là. Oui, tout à fait, parce que c'est sûr, il y a beaucoup de choses qui se font sur la santé mentale aussi. Donc, des fois, c'est difficile de démarquer un discours d'un autre. Comme, par exemple, il y a la semaine de la santé mentale, il y a le Belle cause pour la cause. Il y a plusieurs actions qui sont faites. Ouais. Et nous, on se disait, mais comment est-ce qu'on peut réussir à faire entendre la vision alternative dans la sphère publique, parce que c'est pas très sexy de dire les conditions de vie ont un impact sur la santé mentale, puis c'est important de s'attaquer aux racines des problématiques, donc d'aller voir dans la vie des gens qu'est-ce qui s'est passé, des problèmes de pauvreté, du stress lié à l'emploi, de la violence, des abus, donc de s'attaquer à la racine de ces choses-là. C'est un peu notre message cette année. Oui. Et évidemment, quand on a ce message-là, c'est un message d'avoir une vision très systémique de la santé mentale. C'est pas juste de dire « Ah, ben c'est une maladie comme les autres, puis on va prendre un médicament, puis tout va mieux aller. » C'est là, c'est de dire c'est une question sociale, donc il faut l'aborder comme société, il faut que les gouvernements agissent sur un paquet de questions, et ça peut être un peu étourdissant. Donc nous, on s'est dit, le site Internet, c'est une façon sympathique, c'est une façon accessible pour que les gens aient accès à ça, puis puissent aller lire au gré du temps qu'ils ont, puis avoir accès à l'information. Comment vous en êtes arrivé justement à c'est quand même punché, là, j'ai une histoire, là, donc, puis pourquoi en faire une maladie? Donc, ça a été des réflexions? C'est parti, en fait, au regroupement, on travaille beaucoup par comité avec des personnes qui sont membres des ressources. Donc, notre but, c'est vraiment de se réunir et d'utiliser toutes les intelligences qui sont autour de la table pour pouvoir avoir quelque chose qui est le plus près possible du vécu des gens puis de ce qu'ils veulent faire politiquement aussi. Donc, dans le fond, c'était avec le comité mobilisation. On a eu une dizaine de rencontres, disons, en tout et pour tout, pour monter cette campagne-là. Et à un moment donné, ça s'est émergé. Au début, on se disait, tu sais, je suis une personne, pas de maladie, qui était le slogan de la politique en santé mentale. Puis là, on cherchait quelque chose de ça. Là, on s'est dit, ouais, mais c'est important l'histoire des personnes, parce qu'être une personne, oui, évidemment, tout le monde est une personne, mais que l'histoire qu'on porte, notre histoire de vie, soit entendue, soit écoutée, soit prise en compte quand on vit une problématique de santé mentale, ça, c'est autre chose. Ouais. Puis on se rend compte, dans nos ressources, les gens témoignent souvent que c'est pas évident, ils vont voir leur médecin de famille ou leur psychiatre, ou ils vont être avec leurs proches, puis l'histoire ne sera pas nécessairement reconnue. T'sais, ils vont dire, bon, mais tu as tel symptôme, c'est là-dessus qu'on se concentre, puis on va trouver la molécule qui va te guérir de ces symptômes-là. Mais de prendre en compte que oui, il y a peut-être des problèmes dans la famille, oui, il y a peut-être des problèmes dans le milieu du travail, puis ça, c'est plus complexe. Et ça vient démystifier l'histoire, parce que souvent, les gens ne voient pas ce qui est arrivé avant à la personne. Si ça nous était arrivé, on serait peut-être dans une situation beaucoup plus difficile que cette personne-là. Donc, en sachant qu'il y a une histoire qui peut expliquer peut-être pourquoi la personne vit ces difficultés-là. Oui, puis ce qui est assez hallucinant dans ce qu'on voit, c'est que, je pense pour des personnes qui ont vécu des difficultés, on se rend compte que, souvent, quand on a des problèmes de santé mentale, ce qu'on voit, c'est en tout cas, de notre point de vue à nous, mais même d'un point de vue extérieur, on peut dire que c'est une réaction normale à une situation qui est vraiment très pénible, qui est vraiment harassante. Moi, j'ai déjà vécu du harcèlement au travail et j'avais des gros troubles anxieux. Je dormais plus, je marchais la nuit en me parlant tout seul pour essayer de ne pas virer complètement folle. Puis je me disais, OK, en ce moment, quelqu'un pourrait me voir de l'extérieur et me dire, cette fille-là est complètement sautée. Mais moi, j'étais en train d'essayer de composer avec une situation qui était complètement sautée, mais de ne pas complètement perdre la carte là-dedans. C'était une réaction de survie, si on veut. Puis je pense que les gens, de déjà sentir que notre histoire est reconnue, qu'on est entendu là-dedans, puis que c'est pas juste, tiens, prendre une molécule pour tes symptômes, mais hey, on peut peut-être essayer de voir au niveau de tes conditions de vie, tes conditions de travail, qu'est-ce qui peut être changé. Quel oxygène. Oui, même auprès de la personne qui raconte son histoire, elle doit elle-même
la résumer ou rendre ça, essayer de faire du sens avec tout ça. Fait que peut-être qu'elle ne s'est jamais posé la question exactement de toute son histoire, puis en faisant un recul, en faisant un regard sur sa propre histoire, peut-être que ça peut même l'aider. Oui, tout à fait, parce que quand on parle de maladie mentale, pour moi, ce terme-là ne parle pas d'histoire. T'sais, ça parle de quelque chose, un processus biologique. Ouais. Fait que si une personne va dire, moi, je suis malade mentale, moi, je suis schizophrène, tout ça, tu fais, OK, ta biologie est détraquée, mais tu vas voir un peu derrière ça, puis la personne commence à te raconter le contexte d'apparition des symptômes, puis tu dis, finalement, il y avait de quoi entendre des voix ou il y avait de quoi pas filer, là, ton Exactement. Puis ça permet de faire sens aussi de son histoire, de pouvoir se réapproprier tous les morceaux, puis dire, j'ai eu ce parcours-là, puis j'ai été mauditement résilient d'être où est-ce que je suis rendue. Puis c'est sûr qu'on a des creux, des moments où on est plus désespéré, mais reste qu'il y a beaucoup de lumière aussi au bout du tunnel, qu'on est capable de reconnaître nos stratégies de survie, puis la résilience qu'on a au travers de ça aussi en réussissant à survivre à des trucs vraiment très pénibles. Le site, J'ai une histoire, comment on peut le définir? On est à la radio, mais qu'est-ce qu'on y retrouve ou comment les gens vont s'y retrouver ou qu'est-ce qu'ils doivent aller faire justement? Qu'est-ce qu'ils doivent aller faire? Nous, c'est sûr qu'au niveau du grand public, ce qu'on invite à faire, c'est, ils peuvent aller dans toutes les sections, mais il y a une section qui s'appelle cause sociale, diagnostic médical. Donc, cette section-là, dans la grande section campagne du 10 octobre, là-dedans, ils peuvent trouver des informations sur les déterminants sociaux de la santé. Donc, comment est-ce que nos conditions de vie peuvent avoir un impact sur la santé mentale. Il y a une autre section qui s'appelle « Comprendre les témoignages ». Et là, c'est vraiment les témoignages qui nous ont été partagés. Et les gens peuvent aller lire ça. Donc, pour comprendre un peu c'est quoi les histoires de vie des gens. Puis, il y a toutes sortes d'histoires vraiment qui sont présentes sur le site. Ensuite, dans ce même onglet-là, on peut partager des témoignages, donc c'est possible de le faire. Et pour les gens qui sont dans des groupes communautaires de toutes sortes, ça peut être des groupes jeunesse, des groupes femmes, des groupes qui travaillent en pauvreté, famille, etc., il y a une boîte à outils avec des idées d'activités à organiser. Et ça, il y a des activités d'éducation populaire qu'on peut faire dans une ressource et c'est vraiment accessible à tout le monde, c'est bien expliqué, tout ça. Donc, c'est possible de se dire, mais peut-être dans notre groupe, on aimerait réfléchir aux impacts des conditions sociales sur la santé mentale. Et les outils sont là pour le faire. Donc, ça peut être intéressant là, du côté du communautaire. Les gens ne savent pas, des fois, comme par où prendre ça, puis comment... tout à fait. C'est des activités simples qui sont faciles à mettre en place. Puis, on espère qu'il y a suffisamment d'informations sur le site pour pouvoir nourrir ces activités-là également. Oui. Quelle est la suite? Donc, le regroupement fait plusieurs activités. Il y a ce site-là. Est-ce que on disait que ce site va évoluer? Évidemment, ça se poursuit dans la démystification, l'information auprès de la population, mais est-ce que vous avez des plans? Là, pour la suite, le comité mobilisation a commencé à se réunir là, à l'automne 2016. Ouais. Donc, on amorce la réflexion à l'automne. On devrait avoir un format un peu plus clair sur le nouveau slogan, mais on va assurément garder la plateforme web, donc on va continuer à recueillir des témoignages. Et pour la thématique qui va être retenue un peu plus, je laisse le suspense là-dessus. Là, donc, il faut y aller régulièrement, il faut aller voir. J'aimerais qu'on mentionne justement les coordonnées, la meilleure chose, est-ce que, autant pour avoir vos coordonnées, est-ce que c'est la meilleure chose de se rendre sur le site? C'est facile à retenir? Oui, c'est le www.jeunehistoire.com. Donc, j'ai une histoire toute dans un mot, pas d'apostrophe, pas d'espace, tout ça. Et là-dessus, il y a les coordonnées aussi du regroupement des ressources alternatives dans les onglets du haut. Oui. Donc, c'est possible d'avoir accès aussi au site web du regroupement si les gens veulent en savoir plus sur les différents outils, les différentes approches alternatives et même sur quelles ressources alternatives existent dans leur région. Bien, on va aller le voir. Donc, jeunehistoire.com. On invite tout le monde à aller y participer aussi. Oui, avec plaisir. Oui, merci beaucoup. Tout le monde est bienvenu. Oui, merci beaucoup Anne-Marie Boucher d'avoir été des nôtres. Ça a fait vraiment plaisir. Bonne continuité. Merci. Au revoir. Nous apprécions toujours vos commentaires par téléphone. Composez le 514-990-9604 dans le 514-990-9604. Nous sommes maintenant rendus à notre bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Aujourd'hui, Pierre, le thème que tu nous proposes, c'est l'analphabétisme. Oui, un mot qui est même difficile à dire. Oui. Mais l'analphabétisme au Québec... un grand problème. C'est un grand problème, oui, parce que moi j'ai appris moi-même, je me doutais pas des chiffres, mais au Québec, il y a 53% des gens qui sont soit complètement analphabètes ou partiellement. 53%? Oui. La moitié du monde? Je croyais pas autant. Moi non plus, puis on est la pire province canadienne à ce niveau-là. Okay. Je vais vous lire quelques passages d'un article que j'ai vu sur Internet qui vient du site de la Fondation pour l'alphabétisation. On nous dit au Québec,
En fait, c'est une série de fausses croyances qu'on a par rapport à l'analphabétisme. Au Québec, il y a peu de personnes analphabètes. On ne le retrouve que dans les pays en voie de développement. C'est faux. C'en est une fausse croyance. Parce que 19% des Québécois sont analphabètes de niveau 1, c'est-à-dire complètement analphabètes, et 34,3% éprouvent de grandes difficultés de lecture. Et on dit d'eux qu'ils sont au niveau 2 de littératie. Ces derniers sont souvent qualifiés d'analphabètes fonctionnels. C'est un terme qu'on a déjà entendu souvent. Il ne s'agit pas là de fiction, mais bien de chiffres réels. L'analphabétisme touche l'ensemble des pays, peu importe s'ils sont industrialisés ou non. Et comme on le voit, le Québec n'échappe pas à cette réalité. Et ça ne veut pas dire non plus dire que tu fais beaucoup de fautes de français. Ça veut dire que tu n'es pas capable de l'écrire, ton français. Exactement, vraiment, là, illettré. C'est un gros problème pour la productivité, tout ça. Les gens ne peuvent pas étudier suffisamment, ne peuvent pas avoir de meilleure profession. Oui, c'est difficile de se déplacer, mais on ne peut pas lire le nom des rues, les stations de métro, etc. Je suis sonné, honnêtement, avec les chiffres que tu nous sors. C'est pas une fierté pour notre système scolaire. Non. Deuxième fausse croyance, la majorité des personnes analphabètes sont des personnes âgées et des immigrants. C'est faux, parce qu'il ne s'agit pas uniquement des personnes âgées parmi la population active. 10% ont de 16 à 25 ans, 39% ont de 26 à 46 ans, c'est-à-dire en âge d'être parents, et 51% ont de 46 à 65%. Et il ne s'agit pas uniquement d'immigrants. Seulement 31% des personnes de niveau 1 sont des personnes immigrantes. Par ailleurs, ces personnes ont souvent de très bonnes compétences en lecture et en écriture dans leur langue maternelle. Elles éprouvent des difficultés en français et ont alors davantage besoin de francisation, en fait, que d'alphabétisation. Oui. Déjà, le français, c'est une langue compliquée à savoir écrire et lire. Là. Oui. C'est une langue difficile pour tout le monde. Les personnes immigrantes sont souvent plus scolarisées que la moyenne des Québécois. En effet, la scolarisation constitue un critère important pour obtenir le droit, en fait, d'émigrer dans la province de Québec et dans les autres provinces canadiennes. C'est sûr. Un autre faux concept, les personnes analphabètes ne sont pas intelligentes. Bien que les personnes analphabètes n'aient pas acquis les compétences requises en lecture pour répondre aux besoins du Québec actuel, elles ont généralement développé nombre d'autres aptitudes. Elles se trouvent toutefois confrontées à de nombreux obstacles liés à leur incapacité à avoir accès à l'information écrite. Évoluant souvent dans un contexte de survie et honteux de leurs difficultés, les adultes analphabètes et faibles lecteurs font généralement appel à des stratégies qui permettent de cacher leurs problèmes à leur entourage. L'exemple parfait, c'est un des plus célèbres, c'est Jacques Demers qui trouvait toutes sortes de manières pour masquer son problème. Là. Oui, souvent les personnes vont dire pourriez-vous me dire à quelle station on est rendu? J'ai pas mes lunettes. Ça m'est arrivé de me faire demander ça. Autre faux concept, une personne dyslexique est analphabète. C'est faux. Les personnes souffrant de dyslexie ne sont pas nécessairement analphabètes. Elles sont capables de lire et d'écrire, même si elles connaissent des difficultés. Et cinquièmement, un autre faux concept, des parents analphabètes vont forcément avoir des enfants analphabètes. C'est faux. Un enfant dont les parents sont sous-scolarisés ou analphabètes est plus susceptible de l'être à son tour. Cependant, si ses parents sont sensibilisés à l'importance de la lecture en bas âge et qu'ils obtiennent le soutien nécessaire pour participer à la stimulation de leur enfant à la maison, ce dernier arrivera à l'école mieux outillé et aura de meilleures chances de réussir. Donc, l'entourage de l'enfant, soit les amis, la gardienne ou la famille élargie, ainsi que le personnel de l'école auront également une grande influence sur la réussite scolaire. Est-ce que tes recherches nous montrent s'il y a des gens qui réussissent à enrayer ce problème-là, à ce moment-là, peut-être en s'intéressant à prendre des cours? Oui, j'en parlais plus dans la deuxième demi. Mais je vais vous lire, là j'ai peu de temps encore, mais c'est d'après un article de Mme Catherine Lévesque qui avait écrit sur Huffington Post. Elle nous dit que les enfants apprennent à associer les lettres à des sons dès leur arrivée à l'école, mais de leur demander de résumer ce qu'ils ont lu est une tâche ardue quelques années après. Elle nous dit on a beau être capable de lire de façon assurée un ensemble de mots, si cette lecture-là ne génère pas de sens, on ne lit pas, on décode.
explique Mme Diane Mockle, ex-présidente de la Fondation pour l'alphabétisation. C'est cette incapacité de bien comprendre sa langue maternelle qui entraîne des problèmes au quotidien. Plus de la moitié des Québécois ont de la difficulté à comprendre le sens d'un article, par exemple, dans le Journal de Montréal ou ailleurs. On va poursuivre de toute façon à l'Espresso allongé. Un bon sujet. Merci, Ghislain. Merci. Pierre. On demeurait des nôtres à Folie douce. La santé mentale est un vaste monde. Venez avec nos chroniqueurs qui nous amènent en territoires inconnus. Je m'entretiens maintenant avec notre chroniqueuse Ève Cardinal. Bonjour Ève. Allô Yvan. Bienvenue encore une fois à l'émission. Bien, merci beaucoup. Toujours intéressant de te recevoir. Toujours un plaisir pour moi de venir vous voir. Excellent. Donc, on va parler d'un sujet qui est très important. Je pense qu'avant d'entrer en ondes, on disait, moi je vous disais... on retrouve ça souvent dans les chansons, puis c'est vrai, l'amour, tu sais, le thème de l'amour, c'est quelque chose qui revient souvent. En fait, tu vas nous parler des impacts psychologiques d'une peine d'amour, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens célibataires, beaucoup de gens qui étaient en couple et qui sont devenus célibataires, et donc c'est un gros problème, souvent psychologiquement. Hein. Bien, effectivement, parce qu'on va le voir, il y a des impacts psychologiques, mais il y a même des impacts physiques aussi, puis sur la vie de tous les jours. Oui, l'amour, Yvan, c'est un sujet universel, de tous les temps, inépuisable. On en parle, comme tu dis, dans la poésie, la littérature, les chansons, entre amis, au travail. L'amour, ça fait partie, en fait, de la vie de l'humain. Et donc, une peine d'amour, ça peut avoir des impacts assez sévères. Et puis, je te dirais que, comme on le sait, autant qu'il y a d'amour, d'histoire d'amour, autant qu'il peut avoir de peine d'amour. Oui. Hein? Parce que ça fait souvent partie, malheureusement, du lot, au moins une fois dans une vie, qu'une personne va avoir une peine d'amour. Mais ce qui est intéressant, à la lumière de mes lectures, c'est que l'amour aussi, c'est un phénomène biologique. C'est un phénomène qui se passe dans les hormones qui sont sécrétées dans le cerveau. Donc, ça, c'est assez intéressant de voir que quand on a une peine d'amour, Yvan, c'est parce qu'on a un syndrome de manque. Un peu comme une addiction, c'est scientifiquement prouvé à une drogue forte, comme de la cocaïne, de l'héroïne. Il y en a qui comparent ça parce que c'est des hormones qui sont sécrétées par les neurotransmetteurs en premier lieu. Alors, il y a un chercheur qui s'appelle Jean-Antoine Giraud qui a dit que les modifications observées qui concernent l'ensemble des régions du cerveau impliquées, entre autres choses, c'est la dopamine qui est impliquée dans ce processus-là. Donc, quand on est en amour, on a des endorphines, on a de la dopamine qui sont sécrétées. Donc, d'où vient un peu la sensation, là, comme on dit, on parle de passion amoureuse, mais de flotter sur un nuage, d'avoir l'impression que tout est rose, tout est beau. Donc, ça, c'est en grande partie dû, justement, à des hormones qui sont tout à fait biologiques que notre cerveau sécrète, notamment aussi en vue de la reproduction. Oui. Donc, on tombe en amour, parce que l'humain, dans le fond, est un animal, un mammifère. Hein? Oui. On tombe en amour en premier lieu, souvent pour se reproduire, et c'est des hormones qui sont sécrétées dans notre cerveau qui font ça, ce qui génère des symptômes de manque quand on a une peine d'amour qui peuvent être très difficiles au niveau psychologique et au niveau physiologique. Il y a d'autres neurotransmetteurs aussi qui sont plus vraisemblablement encore plus impliqués dans les liens amoureux. Et on parle de l'ocytocine et de la vasopressine. Qu'est-ce que ça mange en hiver, ça? Oui, je me posais comme question. C'est des hormones qui sont impliquées dans la formation des liens amoureux qu'on appelle le bonding. Hein? Souvent, on parle du bonding, de l'attachement entre la mère et son enfant. Donc, c'est ces hormones-là qui génèrent l'attachement amoureux. Donc, automatiquement, quand on est attaché, on est amoureux. Eh bien, si on perd une personne, c'est automatiquement un sentiment de vide et de douleur intense. Oui. Et physiquement, tu sais, dans le fond, c'est vraiment, ça part d'abord physiquement, puis ensuite, ça peut certainement causer d'autres problèmes psychologiques et autres. Là. Ça part d'un facteur biologique, mais les symptômes physiques apparaissent normalement en même temps ou pendant ou après les symptômes psychologiques. Oui. Au niveau physique, on peut parler de douleur au ventre. Tu sais, quand on dit j'ai le cœur brisé, de ce terme-là, mais c'est comme justement une sensation d'étouffement qui se situe au niveau de l'estomac, parce que l'estomac est souvent
disons, le moteur des émotions. Le cœur quand on dit le cœur serré, c'est un peu l'estomac oui, serré qu'on a, mais c'est un peu le centre de notre corps, dans le fond. C'est ça. Donc, sensation de pression. Les individus peinés, attristés par une peine d'amour, justement, peuvent décrire des symptômes comme des maux de tête, de l'anxiété et notamment aussi, effectivement, la dépression. Oui. Donc, le premier sentiment que ça peut engendrer, c'est souvent une certaine forme de dépression, mais c'est aussi un deuil. Pourquoi? Parce que, en fait, les étapes qu'on dit pour passer au travers d'une peine d'amour, c'est souvent les mêmes étapes qu'un deuil. Oui. Donc, quand une personne meurt dans notre entourage. Et puis, en partie, ce sont les mêmes étapes. C'est un peu vrai, parce que dans le fond, la personne se détache et puis on la reverra pas nécessairement, hein? Donc un peu comme quelqu'un qui décède. Là. Oui, puis au début, c'est le sentiment de s'accrocher. On dit non, ça peut pas m'arriver. Donc le déni, qui est un peu la même chose quand quelqu'un décède autour de soi. Et pas trop comprendre qu'est-ce qui se passe souvent aussi. Non, puis ça crée... Puis on est tellement en manque de l'autre personne, donc un sentiment de vide qu'on est prêt un peu à tout faire. Hein? Reprends-moi, je suis prête à tout... Tu sais, le discours qu'on entend, je ferai tout pour garder ton amour, je vais changer tout pour toi, t'es ma vie, on l'entend souvent. Puis même jusqu'à aller à des comportements qui sont très impulsifs, comme par exemple se rendre chez la personne en plein milieu de la nuit, passer des sentiments, pas des sentiments, mais des réflexes qu'on n'aurait pas en temps normal parce qu'on est en manque, donc on n'est plus nous-mêmes. Exactement. On s'accroche. Donc ça, c'est la phase de déni, dire... c'est une passade, cette personne ne peut pas ne plus m'aimer, c'est impossible. Après ça vient la colère. Donc, quand on se rend compte que finalement c'est vrai et il n'y a pas grand-chose à faire. Hein? C'est vrai, puis là, c'est vrai, puis non seulement ça, il n'y a pas de possibilité, hein, c'est un non-retour. Ouais. Donc là, la colère, dire, excusez-moi, mais c'est un écœurant, c'est une écœurante, finalement. Donc, tu sais, il y a des sentiments très contradictoires, l'amour, haine, tu sais, autant qu'on a aimé, quand on dit l'amour est proche de la haine, on déteste, on rentre dans une période de confrontation face au passé, face à soi-même, face à l'autre. Donc, ça, c'est la deuxième phase, qui est à peu près pareil aussi comme une mortalité. On se dit, pourquoi elle? Puis c'est pas juste. Disons, pourquoi mon père? Pourquoi ma mère? Pourquoi, donc, on est en phase de révolte. Après ça vient la phase de résignation, mais qui n'est pas une phase qui est nécessairement zen, qui est la phase de se résigner, mais que là, il y a un danger, entre guillemets, de tomber dans une phase de dépression. Donc, de dire, OK, ça vaut plus la peine, mais moi, là-dedans, tu sais, je vaux rien, je trouverai plus jamais personne. Puis là, il y a des sentiments qui peuvent aller jusqu'à une réelle dépression, puis même voir il y en a qui ça peut même... Ça mène au suicide, oui, dans certains cas, malheureusement. Ouais. Donc là, c'est là que c'est important de voir les signaux. Ouais. D'une dépression, donc de symptômes liés à la dépression qui sont les mêmes que pour quelqu'un qui est dépressif mais qui n'a pas une peine d'amour, disons, donc la perte d'intérêt d'activités qu'on aime faire, mais vraiment une grosse perte d'intérêt, une perte d'appétit, des problèmes sociaux, des problèmes au travail, difficulté à créer, à maintenir des liens, donc tout ça, ce sont des signes. C'est un gros stress, une peine d'amour, parce qu'on disait souvent les stress négatifs et positifs peuvent justement... amener à une dépression, mais c'est un énorme stress. Là. C'est une épreuve à traverser, en fait. Bien, c'est un traumatisme. Et même après, ça peut devenir un choc post-traumatique, si on veut, qui peut se transformer en des symptômes aussi de choc parce que ça ébranle. Puis, il y a quelque chose que j'ai relevé d'intéressant dans mes lectures, c'est qu'en moyenne, Yvan, les femmes se remettraient en couple 3 ans après leur séparation, alors que les hommes, en moyenne, ce serait environ 18 mois. Donc, est-ce qu'on peut déduire que les femmes ont plus de difficultés à s'en remettre? J'ai pas la réponse à ça. Ou est-ce que les hommes, peut-être, ont plus le réflexe de ne pas vouloir rester seuls? En fait, j'ai pas la réponse à ça. Je me suis questionnée peut-être quels étaient les facteurs. Il y a peut-être plusieurs causes aussi. Il y a peut-être un ensemble de tout ça, finalement. Ça dépend aussi. On genrerait, on fera pas des trucs de genre avec tout, donc je pense que ça, j'ai de la misère à dire le mot, je pense que ça dépend de l'individu aussi. Puis ça dépend aussi beaucoup du contexte. Tu sais, si tout va mal, là, tu sais, à ta job, avec ta famille, puis là, en plus, tu te tapes, entre guillemets, une peine d'amour,
tu risques d'avoir plus de difficulté à t'en remettre que si tes autres pattes de chaise vont bien. Peut-être que ça se déstabilise plus une personne humainement que même de perdre son emploi ou d'autres épreuves qu'elle pourrait rencontrer, d'avoir une peine d'amour, parce que souvent, les gens, c'est leur vie, en fait, sont très près de la personne aimée. Donc, c'est sûr que ça devient un emploi. Bon, on peut s'en trouver un autre, habituellement. C'est peut-être moins pire, à mon avis. Hein. Mais ça devient personnel parce que, veut pas, c'est un peu le rejet. Hein? Ouais. On se fait rejeter, finalement, de la personne qu'on aimait, qu'on aime. Puis moi, je peux te dire, j'ai vécu personnellement, comme tout le monde, mais des deuils. Puis je veux pas paraître sans cœur, mais il y a des fois que j'ai trouvé ça plus difficile, une peine d'amour, parce que la personne a fait ce choix-là. Donc, versus une personne qui est décédée, je veux dire, c'est pas parce qu'elle veut te quitter. Versus une peine d'amour, la personne est encore souvent, même des fois, dans ton entourage. Oui, c'est peut-être ça qui est pire, même. Elle peut être à ton travail, tu peux la croiser, le même quartier. En tout cas, ça, on peut changer de quartier aussi, hein, juste en guillemets. Mais c'est vrai, c'est plus souffrant de ce côté-là, c'est sûr. C'est un sentiment de rejet, puis en fait, c'est un sentiment de rejet personnel. Puis on a tendance à se poser justement des questions. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis plus aussi beau, belle qu'avant, aussi fine, aussi whatever. Donc, ça engendre beaucoup de remise en question. Donc, c'est un traumatisme. Oui, les gens qui se posent des questions, Ève, comment on peut se prémunir en sachant que ça pourrait nous arriver? C'est à peu près rare, les gens qui n'ont jamais vécu ça. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire déjà? Moi, la première idée qui me vient, c'est un peu de mieux se connaître, dans le fond. On se connaît mieux souvent, c'est parce que les gens reçoivent en fait, c'est le reflet des autres qui se voient un peu dans le reflet des autres, mais si la personne est sûre d'elle-même, ça doit être moins difficile à traverser. On est sûr de nos capacités, on est sûr de notre personne. C'est pas à cause qu'on est moins bien que la personne nous a laissé. Donc, c'est peut-être une première façon, peut-être, de pouvoir se prémunir, en tout cas, aux effets négatifs d'une peine d'amour? Pour se prémunir, mais comme tu le dis si bien, Yvan, comme dans tous les domaines, c'est l'estime de soi. Hein? Comme tu dis, de bien se connaître, puis de se percevoir à travers ses yeux, parce que comme tu dis, si on se perçoit uniquement dans le regard des autres, puis ça vaut pour tous les domaines, on est démoli aussitôt qu'il y a quelque chose qui arrive comme ça. C'est sûr que personne n'est à l'abri d'une peine d'amour. C'est la maladie d'amour, comme le dit si bien la chanson. Ouais. Puis le plus douloureux, c'est quand on en guérit de cette maladie Belle d'amour-là. chanson, d'ailleurs. Ouais. Donc, mais c'est aussi de pas non plus, quand on rentre dans une relation, mettre tous nos œufs dans le même panier, c'est-à-dire ne fréquenter, disons, pour un gars comme une fille, que les amis du partenaire, de s'adapter uniquement à son mode de vie en oubliant ses propres activités. C'est comme de dire, OK, on partage chacun une partie de notre jardin, mais on garde aussi une partie de notre jardin parce qu'à ce moment-là, c'est là qu'on a les repères. Il faut le moins possible couper contact avec la famille. C'est facile au début, surtout au début, d'être dans sa bulle, puis envie d'amour et d'eau fraîche. Et puis aussi de tout de suite voir que nous, on n'est pas parfait, mais que l'autre non plus. Il ne faut pas idéaliser non plus le partenaire. Puis ça encore, c'est un exercice parce que au début, puis ça encore là, les hormones viennent jouer là-dedans. C'est vraiment, on voit tout en rose. Puis c'est biologique. Donc, la personne est parfaite jusqu'à temps qu'on se rencontre. Puis c'est là que, ce sera un autre sujet qu'on abordera, mais il y a certains scientifiques même qui ont dit que l'amour ou la passion ne durait que 3 ans. Ouais, et que c'est un processus, justement, encore une fois, qui est lié à la reproduction. Ouais. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais donc, il faut aussi se bâtir son jardin à soi. Ça, je pense que, puis, une fois qu'on a une peine d'amour, mais il y a toujours, les conseils de base, de se remettre des projets de vie, d'essayer, de voir, parce qu'il y a un autre adage qui dit « Un chagrin d'amour dure jusqu'au prochain amour ». Donc, c'est vrai, puis c'est vrai, on ne croit pas, mais le temps. Le temps arrange beaucoup les choses. En terminant, Ève, on peut toujours te lire, tu as toujours ton blog. Est-ce que tu as aussi des références? Est-ce qu'en général, tu es tombé, ou c'est plutôt, il y a beaucoup de références, en fait, sur la question. Là. Je pense que ça serait peut-être trop vaste à donner. Oui, c'est vaste. Puis effectivement, comme tu dis, c'est tellement un sujet dont on parle que j'ai pas vraiment une référence en particulier. C'est très général. Par contre, le conseil que je peux donner, évidemment, si on voit que vraiment, il y a toujours des lignes d'écoute, si jamais c'est vrai. on sent que on a besoin d'écoute et à la limite, on va consulter. Hein, comme dans tout, on peut ne pas hésiter. Puis se confier aussi
aussi, puis remettre les choses en perspective, puis lire. Ça aide aussi quand tu lis, puis tu vois que, puis venir lire mon blog. Ah oui, en terminant, l'adresse de ton blog, Ève? www.simplecitecassetête.com. Merci beaucoup de ta visite et puis à la prochaine. C'est moi qui te remercie, Yvan. À bientôt. Bonne journée. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. De retour au micro, donc, avec l'espresso allongé. Et Pierre, tu poursuis donc le sujet entamé plus tôt, l'analphabétisme. Oui, je vais poursuivre. À force de le dire, on finit par être bon à le dire. Oui. Alors, je vais continuer avec l'article de Mme Catherine Lévesque qui avait mis cet article sur Huffington Post. Elle nous dit, en parlant des analphabètes et des analphabètes fonctionnels, que certains, évidemment, ne peuvent pas lire, par exemple, une prescription du médecin, ni même comprendre la carte du métro de Montréal. Et quelle est leur barrière commune? Eh bien, c'est la honte, bien souvent, la peur d'être jugé en raison de leurs lacunes, les mauvais souvenirs reliés à l'école. Les ressources, elles, se font de plus en plus rares en raison des compressions imposées par le gouvernement provincial. Il serait pourtant payant d'investir en éducation. Une hausse de 1% de la littératie globale entraînerait une augmentation, tenez-vous bien, de 32 milliards de dollars du revenu total des Canadiens, selon l'économiste Pierre Fortin. Et c'est vrai pour chaque tranche de 1%. Il faut aussi dire qu'il y a des organismes communautaires qui aident beaucoup d'adultes à apprendre à lire et écrire. Oui, je vais en parler à la toute fin tantôt. Une célèbre étude américaine menée en 1995 a démontré qu'à l'âge de 4 ans, les enfants de familles aisées avaient entendu 30 millions de mots de plus que ceux dont la famille bénéficiait de l'aide sociale. L'expérience de la langue serait donc étroitement reliée aux revenus des familles, ont conclu les chercheurs. Mais encore aujourd'hui, les enfants ne partent pas sur un pied d'égalité en arrivant à l'école. La lecture n'est pas encouragée, voire inexistante à la maison dans certains quartiers plus pauvres. Ouais. Quoi qu'il y ait des bibliothèques publiques, c'est toujours important d'amener des livres à la maison. Oui, il y en a dans tous les quartiers. Ouais. Même des bandes dessinées, c'est de la lecture. Oui, c'est vrai. Madame Marie-Ève Boucher, qui est formatrice à l'organisme La Boîte à lettres, nous dit on devrait prendre en considération qu'un jeune d'un milieu défavorisé qui arrive à l'école n'arrive pas avec les mêmes compétences qu'un jeune issu d'un autre milieu. Ça, il faut en tenir compte, puis adapter le système scolaire en fonction de ça pour mieux répondre à ces jeunes, puis atteindre la mission qui est de socialiser puis instruire les jeunes qui passent à l'école. Qui plus est, la responsabilité est souvent reléguée à l'école pour transmettre les savoirs préalables pour comprendre un texte, fait valoir le philosophe en éducation Normand Baillargeon. Pour quelqu'un qui n'a pas les préalables pour comprendre des mots comme par exemple laïcité, démocratie, Grèce ancienne, philosophie, etc., pour parler de choses dont on parle en ce moment dans les médias, si on ne connaît pas ces mots-là, on n'est pas capable de lire. On est capable de déchiffrer les mots, mais on n'est pas capable de lire et de comprendre. Madame Diane Mocle, de la Fondation pour l'alphabétisation, constate que l'obtention d'un diplôme correspond très souvent à la fermeture du dernier livre. La lecture est enfermée dans un cadre scolaire pour faire ses devoirs ou se préparer à un examen, mais devient inutile sur le marché du travail. Madame Mocle nous dit, si cette activité-là n'est pas soutenue à l'extérieur de l'école, la lecture ne devient qu'un outil, non pas pour développer ses horizons, pour découvrir de nouvelles choses, pour développer sa créativité, mais devient utilitaire pour obtenir le diplôme qui nous permettra de travailler, ce qu'elle déplore. Il faut aussi dire qu'il y a des choses comme des jeux vidéo. Il faut quelqu'un qui écrit le scénario d'un jeu vidéo. Oui. Puis un film, c'est des images, mais il faut que quelqu'un écrit le scénario. Il faut t'expliquer aux enfants que ça sert dans tout. Ça vient pas du ciel et de l'esprit. Mais autrement dit, ne pas savoir lire, c'est très handicapant. Bien, absolument.
Maintenant, je vais aller... Ça, c'est un grand problème. Puis là, c'est écrit par leçon. Moi, j'ai appris comme ça, puis ça m'a pas aidé dans mon français. Oui, parce que tu en as eu des difficultés. Oui, c'est pas bon. Personne écrive avec leçon, c'est pas pareil. Non. En terminant, je vais donner quelques adresses et numéros de téléphone. Ici, à Montréal, il y a le centre Info Alpha, qui est une fondation pour l'alphabétisation. C'est dans le 514-272-5958. À Longueuil, il y a ce qu'on appelle la boîte à lettres. Ça, c'est seulement pour les 16 à 25 ans. C'est le 450-646-9273. Et finalement, dans la région de Québec, il y a l'organisme À tout lire, qui est un groupe populaire en alphabétisation. Le numéro de téléphone est 418-524-9353. C'est un sujet hyper important et moi, ça me jette à terre le haut taux en fait, de gens qui ne savent pas lire. Moi, j'aurais jamais soupçonné ça. C'est une claque pour notre système scolaire qui ne fait pas son travail. Oui, bien ça aussi, mais il y a autre chose parce qu'à quelque part, ça part peut-être de la société, c'est peut-être ça va plus loin que l'école, peut-être. Oui, il y en a qui ont plus de difficultés que d'autres, donc il faut peut-être être plus patient avec certains groupes d'enfants qui ne pas se décourager. Parce que la société québécoise, des fois, pense sur l'éducation, malheureusement. Oui, merci beaucoup, Ghislain, merci Pierre, pour ce sujet de l'analphabétisme. Folie douce, c'est disponible pour écoute sur YouTube. Cliquez le lien sur notre site web antenne.qc.ca. Quelques mots pour terminer cette émission de Folie douce. À ma compagnie, Ghislain Malo. Oui. On va faire la nomenclature des chansons ensemble. Alors, au début de l'émission, on a écouté une. De Luciole. Oui, on a pu entendre Télé. Du groupe des Cowboys fringants. Dans la deuxième demi, Du soleil et du vent. Oui, de Stéphane Côté. Et à l'instant, Saint-Denis. De Rosie Vallant. Voilà, merci beaucoup pour votre choix musical et pour ta participation également au micro. Merci à Pierre Laporte à la mise en onde. Bienvenue. Et merci pour tes blocs Espresso et Espresso allongé. Tu nous as parlé de analphabétisme, donc un taux effarant qu'il faut vraiment s'en occuper pour aider les gens à mieux lire, justement, à mieux fonctionner en société. C'est très important. Merci beaucoup pour tout. On remercie à notre invitée en début d'émission, Anne-Marie Boucher, du regroupement des ressources alternatives en santé mentale. Elle nous a parlé également du site web J'ai une histoire. Notre collaboratrice, Ève Cardinal, est aussi des nôtres avec son sujet. Cette fois-ci, elle nous a parlé des impacts psychologiques d'une peine d'amour. Alors, tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir. do do do